Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Prisca Thévenot dans La Série. Merci de nous accueillir à l'Assemblée nationale, ici à Paris. Exactement, merci à La Série de venir jusqu'à l'Assemblée nationale, pas avec le bruit des travaux et la pluie de Paris. Absolument, les travaux vont rythmer cette interview, c'est super. Ça va donner le tempo de cette interview, quoi qu'il en soit, c'est une interview sans filtre. Êtes-vous prête à répondre à toutes mes questions? Allez, on y va. Prisca Thévenot, vous êtes députée et ancienne porte-parole du gouvernement. Vous avez également été ministre déléguée chargée du renouveau démocratique et secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Qui êtes-vous vraiment? Qui je suis vraiment? Je suis la maman de Paul et Basile. On dit que c'est souvent bizarre pour une femme de se définir par rapport à d'autres, par rapport à son mari, son père ou ses enfants. Moi, j'assume de me définir par rapport à mes enfants, qui sont ma plus grande fierté, ma plus grande réussite, mes plus grands coups de gueule aussi, parce que franchement, le matin, là, typiquement ce matin, quand ils rechignent à s'habiller, ils prennent 25 heures pour mettre leur cartable, machin, etc., ça m'agace un peu. Mais c'est ça, en fait, qui me rappelle que pourquoi je fais tout ça, pour qui je le fais, et qui me permet de relativiser aussi beaucoup de choses. Vous êtes une maman plutôt stricte ou bienveillante, Prisca? Moi, j'aimerais dire bienveillante, mais eux diraient, il faut les écouter, que je suis stricte. C'est vrai que il y a beaucoup de règles à la maison, et j'aime que les règles soient respectées. Par exemple, voilà, les mains sur la table, à table, on dîne tous ensemble, on petit déjeune tous ensemble quand on est à la maison, bien évidemment. On fait son lit, sinon on part pas. Enfin voilà, il y a des règles. Je suis un peu la reine-mère des règles, mais je pense que c'est important. Et pourquoi justement c'est important que de respecter ces règles? Il faut donner des repères. En fait, mes enfants sont mes enfants, ils sont dans mon cocon familial en ce moment, mais je les prépare à devenir des petits citoyens. Et donc, je pense qu'il est important qu'ils comprennent que quand on vit dans une communauté familiale, puis nationale, on respecte des règles et c'est comme ça que je pense qu'on est épanoui. Prisca, quel effet ça fait de devenir maman? Ah, c'est génial. Lorsqu'on donne la vie pour la première fois. Alors là, je vous dis aujourd'hui que c'est génial. Mais en vrai, avec mon premier bébé, parce que j'en ai deux, Paul et Basile, 10 ans et 8 ans, Paul le plus grand, c'est pas ce que je me suis dit pour Paul. Pourquoi? Parce que, alors c'est très étonnant, parce qu'en fait, j'étais réputée, comme on dit, ne pas pouvoir avoir d'enfants. J'étais censée avoir des difficultés à avoir des enfants, donc quand je suis tombée enceinte, ça devait être la merveille, etc. Ce qui a été le cas. J'ai vécu une grossesse merveilleuse où j'ai pris plus de 15 kilos. Je peux vous dire que j'ai bien profité. Et puis en fait, quand j'ai eu mon bébé dans les bras, et j'ai pas du tout eu le côté du « Ouah, c'est génial, c'est trop bien, je l'aime d'amour, c'est incroyable ». Pas du tout. J'ai même été j'ai dit à mon mari, prends-le. Le premier bain, j'ai pas voulu le faire. J'ai fait ce qu'on appelle une descente d'hormones, remontée d'hormones, je sais pas comment on appelle ça au début, donc je pensais que c'était passager. En fait, j'ai fait une dépression postpartum qui a duré 2 ans. Donc je le dis aujourd'hui en rigolant, en souriant. C'est pas forcément évident, on en parle très peu parce que c'est tabou. Parce qu'en fait, on veut avoir la vision dans les séries télévisées de la maman qui sort de la maternité, c'est trop bien, avec les fleurs qui tombent partout et tout ça. Non, la vérité, c'est que souvent, ça se passe pas très bien, que comme c'est un tabou, on n'en parle pas, donc du coup, on n'est pas accompagné, et qu'on s'isole, parce qu'en fait, on est censé être la plus heureuse du monde parce qu'on a un enfant alors que c'était pas possible, qu'on a un mari formidable, tout pour être bien, et en fait, on est malheureux comme les pierres. Et donc, je préfère en parler aujourd'hui. J'en parle avec du sourire parce que j'en suis revenue. Mais j'en parle parce qu'il faut qu'on puisse en parler. De dire que c'est pas évident, on n'a pas les codes, on n'a pas de mode d'emploi quand le truc il arrive là. Le petit bébé qui pleure, on sait pas ce qu'il a, etc. Et qu'on est souvent seul parce que le congé maternité, on le passe seul. Et je pense que c'est important de pouvoir en parler pour aussi expliquer à nos conjoints ou nos conjointes ce qui se passe et puis dire que c'est normal de pas aller bien, mais il faut le dire. Je vous propose une expérience. Je vous montre le miroir de La Série qui est là. Il est beau ce miroir. Prisca, vous pouvez le prendre. Ce miroir, effectivement. Vous voyez quoi dans ce miroir? Je suis bien coiffée. J'ai encore mes lunettes sur la tête que je vais enlever. Et je vois... Et au-delà justement de l'apparence physique, qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir?
Bah en fait, ce que je vois, c'est les yeux de mon père. De la Prisca, justement, qui voit les yeux de son père dans le miroir. Je vois les yeux de mon père. Alors, il n'était pas maquillé, il se maquillait pas, mais de plus en plus je vieillis, je dis même plus grandi maintenant, j'ai accepté que j'avais avoir 40 ans, plus je vieillis, je vois les yeux de mon père. Et c'est vrai que il est parti il y a maintenant plus de 15 ans, ouais, ça passe vite. C'est des années qu'on compte pas, ça, c'est des anniversaires qu'on fête pas. Mais je me demande souvent, encore aujourd'hui, ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait fait. Ce qu'il aurait mangé, est-ce qu'il aurait aimé ça, est-ce qu'il aurait été en colère de ma façon de réagir sur certains sujets. Et c'est vrai que de plus en plus, quand je me regarde dans le miroir, je le vois. Bien, c'est l'occasion de parler de votre papa, puisque bien souvent, on a du mal à parler des gens qui sont morts, comme s'ils n'existaient plus. Pour beaucoup de personnes, il y a une sorte de gêne. Il y a une sorte de gêne quand on parle effectivement d'un défunt et ô combien un défunt continue à vivre en vous. De quelle façon votre papa vit en vous ? Bah, tous les jours. Et puis alors moi, j'ai sur un cette plan gêne sur la mort. Précis, oui. Parce que après, je suis aussi peut-être, je sais pas, parce que je suis binationale. Je suis française et je suis aussi mauricienne. Et à l'île Maurice, on parle. On peut parler des gens qui nous ont quittés, mais qui sont encore toujours présents. Et c'est parce qu'on en parle qu'ils sont encore toujours présents. Alors pas sur du fantasme ou des choses qui pourraient être un peu étonnantes ou bizarres, mais juste parce que il aurait dit quoi ? Ah, tu te souviens, on mange un truc, on dit, ah, tu te souviens, il aimait pas ça ou machin, etc. Et donc nous, on fait pas vivre les morts, mais on en parle encore. C'est pas présent tout le temps, mais c'est pas non plus quelque chose quand on va en parler qui va nous nous larmoyer, pleurer, déprimer. C'est toujours joyeux. Donc oui. Et puis j'ai des petits rituels. Typiquement là, je vais aller à l'île Maurice, je l'espère, je touche du bois. En février, je sais qu'il y a un passage obligatoire. Je vais aller au cimetière. Alors souvent les gens disent tu vas au cimetière, machin et tout. Non, je peux aller au cimetière le matin. Et en plus toute ma famille est enterrée dans le même cimetière, donc en plus j'ai l'impression de visiter ma famille. C'est génial. Je vais voir ma grand-mère, mon oncle, mon père. Et c'est jamais des moments tristes en fait, parce que j'y vais. Je vais dire, je vais faire un coucou. Je vais voir si elle a tombé propre. Je vais mettre un peu de fleurs. Et puis voilà quoi, ça m'arrive même de me poser, de parler un peu. C'est pas. Et la mort fait partie de la vie. Oui, et puis il y a rien de choquant en fait. Absolument. Et je pense mais en fait je le fais aussi parce que moi, mon père ne m'a pas préparé à sa disparition. Mais est-on réellement préparé à la disparition ? Je pense que si on en parle, ouais. On accepte. Moi, j'en parle avec mes enfants. Oui, vous avez pas un papy, parce que le père de mon mari est encore là heureusement. Mais je leur dis toujours, il y en a deux. Il y en a un qui, vous voyez, il y en a un qui n'est plus là, mais dont je vais vous parler, que je vais vous raconter. Et puis en fait, il va faire partie de votre vie. Pas parce que vous avez eu des expériences avec lui, mais parce que je vais vous le raconter. Et donc, il y a rien de triste dans le fait de ne plus avoir ses proches à côté de soi. Si ce n'est l'absence, et si ce n'est effectivement le manque parfois, qui peut être assez difficile, mais ça fait partie de la vie. Il faut l'apprendre, c'est la vie. Ouais. Donc il vous arrive parfois de pleurer en pensant à votre papa. Oui, il m'arrive de moins en moins, mais il m'arrive par contre de me dire putain, ça fait un moment que j'ai pas pensé à lui. Et donc j'ai de temps en temps un peu peur de l'oubli. Par exemple, avant j'avais un téléphone où il y avait son dernier message vocal, etc. Et un jour j'ai pas fait attention, j'ai changé de téléphone et le message est parti. Et là, c'était un drame absolu pendant la journée. Après, je me suis dit, mais tu rigoles ou quoi ? Enfin, vraiment, ça a été un drame absolu. Dans la journée, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'entendrai plus sa voix et tout. Et en fait, non. En fait, c'est pas parce qu'on a une photo ou un vocal ou, j'en sais rien, un autre gris-gris qu'on oublie. C'est les souvenirs, c'est les expériences. Et quand on a eu la chance de pouvoir en vivre, ce qui n'est pas donné à tout le monde, on chérit ces moments-là et puis on les fait vivre. Quel est l'héritage qu'il vous reste de votre père aujourd'hui ? Et il me disait deux trucs. Endors-toi chaque jour en faisant en sorte de ne pas avoir de regrets. Et ensuite, c'est le seul héritage qu'on ne pourra jamais t'enlever et qu'on va te laisser, c'est l'éducation. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que je suis très stricte sur l'école pour mes enfants. Je vérifie encore les devoirs. Typiquement ce matin, il y avait les conjugaisons à réviser pour le grand, donc on les a révisées ce matin. Lui, ça l'embête, mais ça l'enquiquine vraiment le matin. Mais ce matin, il avait sa dictée, quoi. C'est comme ça. Donc, et à chaque fois, je leur dis, c'est le truc qu'on ne vous enlèvera jamais, quoi qu'il se passe. Et donc ça, moi, j'y tiens énormément, et d'autant plus en étant en France, où l'école est au centre de tout. En tout cas, je souhaite qu'elle le soit. On va continuer avec le miroir. Donc, vous êtes regardé dans le miroir. Ouais. Vous vous trouvez comment, Prisca ? Je m'aime bien. Ouais. Ouais, je pense que pour aider les autres, il faut, en tout cas pour vouloir essayer d'aider les autres, il faut aussi être bien soi-même. Ça n'a pas toujours été facile. S'il y a 15 ans, vous m'aviez posé la question, j'aurais dit non, je veux refaire mon nez, j'ai ceci, j'ai cela. C'est vos petits complexes, le nez ? Ouais, non, ça l'était, ça l'est plus. Ça l'a été. Quel est l'autre complexe d'aujourd'hui ? Il nous en faut un. Mes dents.
Ah bon? Ouais, j'ai les canines qui ressortent vachement. Ah. Mais ça, je le vois encore maintenant quand je suis à la télé et tout. Et du coup, c'est pour ça que souvent, je souris pas. Et on me dit, mais t'as l'air méchante. Mais en fait, non, c'est que je souris pas parce que je veux pas qu'on voit mes dents. Vous nous parliez de vos origines mauriciennes, dont vous êtes très fiers, et ô combien vous avez raison. Effectivement, ce sont des valeurs formidables. Oui. Absolument. Eh bien, justement, parlez-nous de ces valeurs. Quelles sont-elles? Tout simplement, je vous disais l'école tout à l'heure. Au-delà de l'école, il y a la famille. Je suis très attachée à l'enjeu de la place des familles dans notre pays et de manière générale pour chacun. Je dis pas la famille papa, maman, enfant. C'est pas ce que je dis. La famille, c'est les gens avec qui on est bien, les gens avec qui on a envie de construire des choses, les gens qui peuvent de temps en temps changer, parce qu'on fait un bout de chemin avec des personnes et puis on en fait avec d'autres. Tous les modèles de famille en fait. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est quand même une fierté de la France. On est un modèle sociétal construit autour de la famille. Et je trouve qu'on a un peu oublié ce sujet. Il faut le remettre au cœur de nos débats, mais aussi au cœur des politiques publiques. Chez nos amis mauriciens, la famille, l'importance de la famille, ça se traduit comment? Déjà, ça se traduit, vous allez le voir, ça se voit dans les rues. Tout simplement, quand vous allez voir les bâtiments, il y a très peu de bâtiments à l'île Maurice, c'est beaucoup de maisons. Et en fait, vous voyez souvent des maisons au toit plat. Pourquoi le toit plat? C'est pas parce qu'on se dit que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus joli. C'est parce qu'en fait, souvent, on grandit avec sa maman, son papa, sa famille au rez-de-chaussée. Puis un jour, on construit au-dessus. Et puis les parents restent en bas, puisqu'il n'y a pas d'étage du coup à monter, et les enfants au-dessus. Ça veut pas dire qu'on vit tout le temps tous ensemble. Il y a des entrées différentes. Mais voilà, c'est la famille continue à rester, on continue à faire attention, et en général, on vit tous dans les mêmes quartiers. C'est pas qu'on est monomaniaque entre nous, mais parce que ça nous rassure aussi de pouvoir aller voir les uns les autres, et notamment nous, ce qu'on appelle les grandes personnes. Alors, je vous le traduis en français, mais on dit grandimoun en créole. C'est nos aînés. On a une attache très 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 forte à nos aînés, et si le 25 décembre, je vous donne un exemple qui approche là. Si le 25 décembre pour nous, c'est le moment où on se retrouve en famille, en communauté, etc. Le plus tourné vers les enfants. Le 1er janvier, on va voir les aînés. Et en général, on fait le tour de tous nos aînés pour aller voir comment ils vont, etc. On peut parler également de l'importance de la croyance, je dirais même des croyances. Oui, il y a des croyances à l'île Maurice qui... En fait, l'île Maurice, c'est un pays où il n'y a pas le mot laïcité, mais pourtant, elle existe parfaitement. C'est incroyable. On n'a pas besoin de dire le mot laïcité toute la journée. D'ailleurs, je sais même pas si je le dirais, on me dirait, mais de quoi tu me parles? Les religions, les gens qui croient et qui ne croient pas d'ailleurs, tout arrive à bien fonctionner harmonieusement. Le respect des jours fériés des uns et des autres, enfin des jours fériés, des jours, parce que c'est effectivement ça donne la place à des jours fériés. Des jours de fêtes religieuses sont intégrés par tout le monde, elles sont connues par tout le monde, pas que sa propre religion, les autres. Beaucoup de commémorations ont lieu d'ailleurs en plein air dans les rues. Tout le monde est accepté. Qui vient veut que ce soit touriste ou pas touriste peut regarder, assister, essayer de comprendre. Il y aura toujours quelqu'un pour expliquer. Donc oui, je pense que l'île Maurice, c'est l'aboutissement même de la laïcité, en fait. Vous êtes vous-même croyante ou très croyante? Je suis très croyante, ouais, très croyante, avec deux religions, la religion catholique du côté de ma maman, et puis la religion tamoule du côté de mon papa. Et j'ai jamais eu à choisir entre les deux. Alors je ne suis pas baptisée parce que mes parents voulaient que du coup je fasse moi-même mon chemin et que je choisisse un moment. Mais du coup j'ai vécu dans ces deux religions-là que je respecte et que j'honore de la même façon. Et la religion vous apporte quoi au quotidien? Des règles. Lesquelles? Des règles aussi d'attitude, de comportement les uns avec les autres, de se rappeler que on n'est pas qu'une individualité en fait. On est surtout un collectif. Et donc c'est cette capacité à se dire qu'on se retrouve sur des moments symboliques, parce que c'est aussi bien de se retrouver sur des moments symboliques, des moments de joie, de moins joie d'ailleurs aussi dans d'autres moments. Mais en fait, on fait un tout et qu'on se préoccupe des autres. On passe pas simplement dans les couloirs en se disant « Salut, ça va ?» et on n'a pas fini la phrase, on est parti. « Salut, comment tu vas ?» On s'arrête. On se parle. Enfin voilà, donc moi je suis très sur le principe des règles, des symboles, je pense que c'est important. Et vous priez souvent? Assez souvent. Assez souvent. Un mot sur maman. On a parlé de papa. Et maman alors? Maman, heureusement, j'ai la chance, j'en parle moins parce qu'elle est là. Maman, au top quoi. C'est une femme forte qui a eu des épreuves pas faciles puisqu'elle est devenue veuve très jeune. Mais qui a une force de la nature incroyable. Joyeuse, marrante,
toujours en train de faire plein de trucs, grand-mère incroyable, maman exigeante. Je sais qu'elle regarde toujours mes passages médias. Maman pense quoi des passages médias de Eh sa ben, petite? Mais les critiques au premier sens du terme. Et quelles sont les critiques que votre maman vous fait remonter? Ben là, typiquement, elle peut me dire, t'as pas dit bonjour quand t'es rentré sur le plateau. Ben non, mais c'est important. Le présentateur ou le journaliste t'a dit bonjour Madame Thévenot et puis toi t'as souri. Ben en fait non. Tu dis bonjour monsieur ou madame, etc. quoi, et le nom. Mais c'est important. Donc voilà, je sais que j'aurai toujours le petit message de la maman après le plateau. Si vous aviez l'occasion de voyager dans le passé et de vous parler quand vous étiez petite, quel conseil donneriez-vous à cette petite Prisca? Je lui dirais tout simplement, fais-toi confiance et fais confiance en la vie. Il y a plein de surprises pour toi. Et notamment sur le sujet des enfants. Parce que en fait, le sujet de mon infertilité, c'est bizarre de dire ça alors que je suis maman aujourd'hui, je sais pas comment on pourrait le dire d'ailleurs, m'a été posé quand j'avais 11 ans. J'avais rien demandé. Bon, ça arrive. Il y a des erreurs de temps en temps. Mes gynécologues m'avaient dit que j'étais une jeune fille très tôt, m'avaient dit que j'aurais des difficultés. Je l'avais rien demandé, à 11 ans j'ai eu ça. Si j'avais pu, je me serais mise à côté d'elle, j'aurais dit, n'écoute pas spécialement, tu verras plus tard. Parce que du coup, j'ai grandi avec ça. Et justement, quand on a cette information qui est très brutale, comment on le vit? Bah déjà, j'étais en train de me dire, je t'ai rien demandé, mais comme j'étais très timide, et je le suis toujours un peu, mais je le cache très bien. C'est pas étonnant. Et donc, je n'ai pas répondu, je n'ai pas parlé, comme d'habitude, je ne parlais pas de toute façon, donc bon. Mais je suis rentrée chez moi, et je me suis dit, mais attends, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai grandi avec ça, en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est brutal. Ouais. Et ça joue sur la confiance en soi. Je sais pas comment le dire. Et sous quelle forme justement ça joue? Je dis pas que tout le monde a envie d'avoir des enfants. Et je dis pas que tout le monde a vocation à avoir des enfants. Je dis simplement que moi, c'était quand même quelque chose que j'avais en moi, très jeune. Et en fait, d'un coup, j'ai une information que j'ai pas demandé qui vient casser un des rêves que j'avais. Donc c'est assez compliqué. Et comme en plus, je parlais pas, je trouvais ça gênant, etc. Ben, j'ai grandi toute seule avec ce truc. Et à quel moment vous avez été rassurée? À quel âge? Vous vous en souvenez? Quand j'ai rencontré mon mari, qui n'était pas encore mon mari, et que quand je voyais que ça devenait un peu sérieux, je lui ai tout de suite dit, fais attention, stop, si tu restes avec moi, tu n'auras pas d'enfant. Et quelle a été sa réponse? Il m'a dit, on va choisir le prénom de nos enfants. Et je me suis dit, vraiment, le gars est timbré. Il n'a pas compris ce que je viens de lui dire. Il me dit, mais il y a plein de sujets, on peut adopter, il faut juste y penser, et puis après, on verra. À un moment, vous avez pensé adopter? Et donc, oui. Ouais. Et j'ai toujours cette idée en tête. C'est pas toujours évident parce que c'est quand même quelque chose qui se prépare beaucoup plus fortement et puis après je commence à avoir un peu d'âge. Mais j'ai toujours en tête et on avait choisi les prénoms à l'époque. Donc pour la fille je dis pas, on sait jamais, parce que j'ai pas de fille, mais on sait jamais. Et pour le garçon, on avait choisi le prénom Paul et mon fils s'appelle Paul. Quels étaient les rêves et les aspirations de la petite Prisca? Je voulais être avocate. Ah, pourquoi? Parce que je voulais défendre les gens. Oui, mais vous, si timide, c'est compliqué que de prendre la parole en public. Non, j'ai toujours été timide pour parler de moi-même. Même encore aujourd'hui, là, je vais aller à l'île Maurice en février, je veux dire, je vais faire 10 heures de vol, je ne vais pas me lever pour aller faire pipi. Je peux vous le dire déjà. Pourquoi? Parce que je vais me lever, le regard des gens, j'ai l'impression que je vais déranger, que je vais gêner. Et c'est encore pire si je suis dans une rangée au milieu, là, et que je suis pas avec mes enfants ou mon mari, parce que souvent on peut être dispatché. Enfin, lui avec les enfants et moi. Donc voilà, c'est un truc que je sais déjà, 10 heures, on m'appelle le chameau. Et puis, non, je voulais être avocate parce que j'ai toujours pris la parole pour défendre les gens. Et quand j'étais gamine, j'étais déléguée de classe, là, ce qu'on appelle, depuis le CP jusqu'au collège-lycée, jusqu'au lycée, oui. Et j'ai jamais eu de problème à me lever pour prendre la défense des autres. Entrons maintenant dans la série de questions. Femmes en politique. Êtes-vous prête, Prisca? Oui. Quel personnage historique féminin vous inspire le plus dans votre carrière politique et effectivement, pourquoi? Mort ou vivant? Les deux. Les deux? Ouais. Alors, il y a quelqu'un dont on parle très peu, je trouve, pas assez, qui s'appelle Jacinda Ardern, qui est l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande. Vous la connaissez? Non. Vous devriez. Je vais m'intéresser à son cas. Comptez sur moi. Elle incarne cette nouvelle façon de faire de la politique. Elle incarne aussi ce côté où on n'a pas besoin d'être en permanence dans un rapport de force où on montre ses muscles pour arriver à ses fins. Et que par moment, afficher des faiblesses, c'est une force. C'est une première ministre qui a su à la première, sur des attentats qui avaient connu son pays, avant d'avoir un discours politique, eu une parole humaine, de compassion, d'empathie, de compréhension. Et souvent de silence aussi, pour laisser place à la peine et à l'effroi des familles des victimes. Et puis elle a su aussi dire à un moment, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé pour mon pays,
mais en fait j'arrête. Elle a démissionné. Elle a démissionné pas parce qu'elle était incapable, mais parce qu'elle ne s'en sentait plus capable. Et elle l'a dit. Vous vous rendez compte? C'est un exemple pour vous. Mais elle est incroyable. C'est un parcours que vous pourriez reproduire? Mais en tout cas, j'aspire à m'inscrire dans cette démarche-là, c'est-à-dire à rappeler qu'avant d'être des politiques, on est des femmes et des hommes, en fait. Et que oui, c'est pas grave de dire que là, on n'est pas fort, que là, ça nous a blessés, que là, ça nous a procuré de la joie, que là, ça a été une victoire, et qu'en fait, là, on voit plus le bout. Et que c'est peut-être le moment de laisser la place à d'autres qui ont peut-être plus d'énergie. Et que c'est peut-être sain de le faire aussi. Vous parlez justement des faiblesses des femmes politiques. Quelles sont vos faiblesses en tant que femme politique, Prisca? Peut-être vouloir en faire trop, et du coup ne pas prendre assez de temps pour moi. Je regarde Nathan qui est là-bas, qui travaille avec moi. Votre assistant parlementaire. Voilà. Je coupe très peu. Et ça, je pense qu'il faut que je prenne plus de temps pour moi, parce que c'est aussi une question de savoir se poser un peu et respirer. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en tant que femme dans le monde politique? Qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les femmes en politique. Dans le privé, on a pu avancer. Il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Attention, je ne dis pas que c'est bon, on arrête et on passe à autre chose. Mais le politique a permis de faire avancer la question de l'égalité femmes-hommes dans le privé, pas encore assez en politique. Pourquoi? Votre analyse précise. Regardez, la première femme présidente de l'Assemblée nationale, c'est en 2022. En 2022. C'est quand même hallucinant de se dire ça. Et on peut pas dire que y a pas des femmes compétentes et qu'il n'y a pas eu des femmes compétentes dans cette Assemblée nationale avant Yael Braun-Pivet. Il y en a eu, bien évidemment. Sur les responsabilités, sur l'ensemble aussi du fonctionnement des mouvements politiques. Il faut qu'on continue à pouvoir donner une place aux femmes et pas simplement sur les sujets d'égalité femmes-hommes, par exemple. On peut les donner sur pas mal de choses. Donc, de manière globale, la classe politique avance. Et je dis de manière globale, hein. Je viens pas faire ici mon communautarisme de famille politique. Elle avance, mais il faut qu'on continue à avancer beaucoup plus fort. Pas pour avoir une femme pour une femme, mais parce qu'on donne aussi une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Et pourquoi ça bloque toujours autant? Attendez, moi je fais pas faire partie de celles qui vont dire c'est la faute aux hommes. Je ferai pas ça. Je pense sincèrement qu'on doit tous y prendre notre place et tous encore dire, c'est pas parce que on a avancé qu'on doit considérer qu'on se lave les mains et qu'on passe à un autre sujet. C'est un sujet au long cours qu'il faut toujours avoir en vigilance parce que malheureusement, ça peut très vite revenir en arrière. Et justement, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées en politique, toujours en 2024? Sur la façon dont dans la façon dont on parle de nous, sur tous les sujets, sur un débat, sur une prise d'opposition, sur une prise de parole. On va être très vite soit des hystériques, soit parce qu'on est fatigué, soit parce que, en fait, on va être plutôt que d'être critiqué sur le fond, en général, on va être critiqué sur la forme. Ça, c'est assez désagréable. Parlons du fond. C'est-à-dire la forme. J'ai une idée, mais j'aimerais que ce soit vous qui puissiez l'exprimer. Je sais pas. Regardez, même sur les réseaux sociaux, on va dire, à part François Hollande, dont le régime avait été commenté, la perte de poids avait été commentée parce qu'il en avait fait aussi un sujet. Mais sinon, les femmes en général, c'est, vous avez vu, elle a grossi, elle s'habillait comme ça. Elle a l'air méchante. Fait ça, elle a l'air méchante. Un homme, c'est pas du tout les mêmes sujets. Déjà, on va pas demander s'il a grossi, il a maigri, s'est coupé les cheveux. Vous en souffrez parfois de ces critiques? Non, mais je trouve ça juste bête. Je trouve ça stupide. Vous les lisez? Je lis assez souvent. Ça vous atteint quand même si vous êtes... Non, vous savez, quand il y a des critiques sur la part de trolls, il y a beaucoup de trolls qui en plus font du copier-coller des mêmes trucs d'une personne à l'autre. Non. Ensuite, de temps en temps, il y a des critiques qui sont pas très bienveillantes, voire même méchantes. Et là, ça peut m'arriver de réagir, voire même de porter plainte. Ce qui m'est déjà arrivé. Et la plainte a abouti? La plainte a abouti parce que c'était une menace de mort à l'encontre de mes enfants. Comment vit-on cette menace de mort? Parce que là aussi, c'est très brutal. C'est violent. En fait, en l'espace d'une seconde, on se dit, j'arrête, ça va trop loin. On pense à abandonner. Quand ça touche à vos enfants et que c'est une menace de mort affichée, et là, pour le coup, un vrai profil, c'est pas un troll, c'est un vrai profil. Là, je me dis, première réaction, c'est j'arrête, ça va trop loin. Et après, tout de suite après, c'est en fait non, j'ai porté plainte. Et puis, on est dans un pays où quand on va porter plainte, on est entendu. Ça, il faut le rappeler. On est accompagné et on a une justice qui fonctionne. Madame la députée, continuons avec la série d'engagements. Vous avez des engagements qui vous tiennent à cœur, le droit des femmes, la natalité et effectivement la jeunesse. Concernant le droit des femmes, selon vous, quel est le plus grand défi actuel justement pour le droit des femmes? De pas considérer que les avancées seraient de rester sur un statu quo. Moi, je vais vous le dire assez clairement. Quand le Premier ministre actuel, Michel Barnier, a dit sur les progrès qui ont été faits, les progrès sociétaux qui ont été faits, on ne reviendra pas en arrière, j'ai paniqué. Je me dis, mais en fait, c'est pas ça que j'attends, moi.
c'est sur les progrès sociétaux qui ont été faits, on va continuer à avancer. Ça m'aurait rassuré. Donc d'ailleurs, je lui ai dit, et je pense que voilà, il est dans la même logique que moi, donc ça m'a rassuré. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à avancer, qu'on continue à lever des tabous. Il y a encore beaucoup de tabous. Et donc lesquels ? Par exemple, sur le sujet de la natalité. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une crise démographique en France ou c'est mal de le dire ? Est-ce que quand on parle de crise démographique, ça implique qu'on signifie et qu'on pointe du doigt en disant faites tous des bébés ? C'est pas du tout ça. Et pourquoi justement les Français font moins de bébés ? Eh ben ça, il faut en parler. Quand il y a un désir d'enfant, et j'insiste sur le quand il y a un désir d'enfant, eh ben souvent ça va pas au bout pour plein de raisons. Des raisons physiques, de santé. Et ça, il faut qu'on puisse les regarder parce qu'on doit pouvoir alimenter la recherche sur pas mal de sujets, mieux accompagner aussi celles et ceux qui sont dans un désir d'enfant et qui ne peuvent pas parce que des problèmes de santé. Et puis ensuite, il y a des sujets sur les enjeux financiers. Est-ce que je vais arriver à subvenir à une famille ? Est-ce que j'arrive déjà pas, moi, à boucler les fins de mois ? Alors, faire un bébé, c'est compliqué. Ça, il faut l'entendre. Il faut pouvoir y répondre aussi, politiquement. Et puis, il y a des enjeux d'angoisse climatique. Dans un monde qui évolue, dans un monde où le réchauffement est là, il se manifeste chaque jour à nous, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir un enfant ? Et ces questions, il faut les entendre. Il ne faut pas les juger. Et il faut y répondre. Et quels sont justement vos projets ? Eh bien, pour l'avenir, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la santé, donc la santé des femmes, mais ça implique aussi la santé des hommes, avoir des moments de prévention très tôt, au moment de l'adolescence. Parce que vous savez que vous allez très souvent chez le médecin jusqu'à peu près vos 10 ans, 11 ans, tout simplement parce que vous avez des vaccins obligatoires. Et après, il y a le no man's land de l'adolescence. Alors que votre corps change, la puberté arrive, et souvent vous avez beaucoup de questions aussi d'ordre mental, moral, parce que ça va pas forcément bien, parce que tout évolue dans un monde qui bouge aussi beaucoup. Et en fait, là, on dit aux jeunes, tu sais quoi ? Débrouille-toi, mon gars. Donc moi, je pense que là, il faut aussi avoir des passages auprès du monde médical pour parler, questionner, interroger, et puis aussi pouvoir voir s'il y a des sujets qui peuvent être tout de suite pris en compte sur des enjeux de fertilité, quand bien même c'est pas le sujet. Mais commencer à regarder, par exemple, sur l'endométriose pour les jeunes filles. On en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. Maintenant, c'est bien d'en parler. Il faut continuer à avancer sur le sujet. Il y a d'autres maladies, par exemple. Alors, comment on avance sur ce sujet, parce qu'il est important ? Il faut déjà, je pense, un rendez-vous obligatoire pour les jeunes, que ce soit filles ou garçons, au moment de la puberté et de l'adolescence, pour pouvoir parler de tout ça et voir s'il y a des sujets tout de suite à prendre en considération. Pour les jeunes filles, ça peut être l'endométriose, ça peut être le syndrome de l'ovaire polykystique, qui est aussi un enjeu qu'il faut pouvoir accompagner. En fait, apporter des mots sur des choses que nos jeunes vivent, et souvent ils vivent tout seuls. Donc c'est bien de pouvoir en parler. Quelle est votre vision pour l'avenir des jeunes en général ? Continuer à leur donner la parole, ils l'apprennent. Moi, je suis très en colère quand j'entends que nos jeunes ne s'engagent pas, qu'ils sont las, qu'ils regardent en permanence les réseaux sociaux, etc. Ok, sérieux, nous aussi on regarde les réseaux sociaux. On va arrêter ? Nous aussi on les regarde. Et en vrai, c'est pas vrai qu'ils s'engagent pas. Ils s'engagent juste différemment de nous. Ils sont au travers d'associations, de collectifs, dans leurs établissements scolaires, peu importe le niveau d'ailleurs. Il faut juste que nous aussi, on puisse prendre la part de ces nouveaux corps intermédiaires que compose notre jeunesse et pouvoir leur donner la parole. Mais leur donner la parole, ça veut pas dire on va vous dire oui à tout, mais on va vous apporter une réponse à coup sûr. Oui, non, peut-être, on va voir. Parmi toutes les attaques que vous avez subies en tant que ministre, lesquelles vous ont le plus contrarié, affecté, blessé ? Celle qui m'a le plus contrariée, affectée, blessée, c'est marrant, j'en ai jamais encore parlé, c'est quand mon ancienne direction de cabinet, quand j'étais au porte-parole là, a trouvé bon et malin de monter une petite rébellion en interne parce que je ne faisais pas exactement ce qu'ils voulaient et qu'ils avaient déjà fait ça avec 2 ministres avant moi et qu'ils se sont dit celle-là mince, c'est une dure à cuire, donc on va lui faire payer et très cher. Donc d'être accusé de harcèlement dans les médias sans avoir son mot à dire et de façon extrêmement diffamatoire, c'est très dur, sachant que j'étais à ce moment-là porte-parole et que je ne voulais pas en parler parce que j'étais porte-parole et que ma parole ne servait pas pour moi, mais pour un gouvernement. Donc je dois dire que ça, en termes de méchanceté, j'ai rarement vu pire quand même. Donc encore aujourd'hui, je me dis, et puis en fait, je me dis, bon allez, passe ton chemin. Malheureusement, tu n'as pas été la première. J'espère que je serai la dernière. Et puis voilà. Mais ça m'a particulièrement énervée. Demain, Prisca, on vous propose de nouveau un portefeuille. Quelle serait votre réponse ? Ce serait un grand oui ou je vais réfléchir ? Avec qui ? Avec qui ? Si on vous donnait l'occasion, justement, de faire partie d'un gouvernement, ce serait avec quel Premier ministre ? Avec un Premier ministre qui porte les mêmes convictions que moi
Et surtout, avec qui autour de la table? Avec quels collègues? Vous savez, une équipe gouvernementale, c'est bien évidemment un leader, un chef, ou une chef, parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'être aussi ministre avec Elisabeth Borne, mais c'est aussi avec qui autour de la table. Typiquement, bon, j'aurais pas été appelée, on va dire la vérité, mais typiquement avec Michel Barnier, j'ai tout de suite su qu'il y aurait eu un Bruno Retailleau autour de la table, ou une Madame Garnier. Je dis pas que je les combats, parce qu'on a quand même des idées en commun, mais on a quand même aussi des valeurs en opposition. Je ne dirais jamais que l'immigration n'est pas une chance pour le pays. Enfin, je vais pas me cracher dessus quand même. Donc là, non, je m'assois pas autour de la table avec des personnes dont certains sujets, pour moi, sont extrêmement rédhibitoires. Prisca, c'est une chance, l'immigration, pour le pays? Vous m'avez bien regardé, vous m'avez bien entendu depuis le début. J'ai déjà un début de réponse, mais j'aimerais avoir un peu plus d'éléments. Vous savez, cette phrase, elle fait mal sur tout. Elle fait mal sur le fond et sur la forme. Sur la forme d'abord. Quand on est en politique et qu'on veut faire parler de soi, effectivement, on fait de la petite phrase punch qui sert à rien et qui fait mal. C'est le cas. L'immigration est pas une chance. On parle de quelle immigration déjà? De quelle immigration parle-t-on? De l'immigration régulière et légale? Des gens qui arrivent maintenant ou des gens qui sont là depuis 3 générations? De qui parle-t-on? La généralité n'est jamais bonne. Elle fait surtout très très mal. Et puis elle sert à rien. Parce que sur le fond maintenant, bah ok, t'as dit ça mon gars, et maintenant tu fais quoi? Tu vas tous nous virer? Enfin, je sais pas, dans son ministère, il y a aussi des gens issus de l'immigration, il fait quoi? Je parle des ministres, hein. Il fait quoi avec ces gens? Il leur parle pas, il les croise dans le couloir, ils font attention de pas se croiser dans le couloir, il va le virer? Et cette phrase ne sert à rien aussi bien sur le fond que sur la forme. Et en politique, surtout dans les temps complexes dans lesquels nous sommes, avec le populisme qui n'est pas à nos portes, qui est déjà dans notre pays, c'est notre responsabilité de ne pas sombrer dans les discours populistes et d'apporter des vraies réponses. C'est le moment de culture cash. Aïe. Allez, découvrons les incontournables de Prisca Thévenot. Là, c'est un peu le côté un peu radio, vous savez, on pose la voix. Attention, c'est pas mal. Quel est le film qui vous a le plus marqué et pourquoi, Prisca? Le film qui m'a le plus marqué, c'est un film qui est pas très récent, qui s'appelle Va, vis et deviens. C'est un film qui raconte justement les moments où il y avait une grande famille dans un pays en Afrique et effectivement les Juifs de ce pays pouvaient partir en Israël pour fuir cette famine. Et une maman qui était catholique, voyant une autre maman juive partir et quitter la famine, qui venait de perdre son enfant, a eu l'idée de mettre dans la main de cette maman endeuillée, juive, son enfant à elle, catholique, en faisant croire qu'il était juif pour lui donner une chance. Donc va, vis et deviens. Et donc c'est toute l'histoire déjà de ce déchirement, de ce déracinement de ce jeune garçon qui va partir très jeune, loin de sa maman, qui comprend pas trop ce qui se passe, qui à mon avis peut-être a dû en vouloir beaucoup très fort à sa maman, qui va apprendre une nouvelle langue dans une nouvelle famille, dans un pays qu'il ne connaît pas, qui pourtant ne va jamais oublier ses racines et qui pourtant va chérir l'endroit où il est arrivé en Israël avec ses parents. Ça raconte toute cette capacité d'intégration réussie, avec une rapidité fulgurante pour cet enfant. Et puis ensuite, quand il va revenir, parce qu'il est devenu un homme, je pense, à travers du film, heureux et épanoui, et qui revient sur ses terres pour retrouver sa maman. Ça me bouleverse même en parlant. Ce film est magnifique. Et il est toujours très d'actualité, parce que derrière, c'est une promesse de paix, c'est un amour, vous savez, tes familles ensemble. Et c'est très très beau film qui, malheureusement, est encore d'actualité. Va, vis, c'est ce que pourrait vous dire votre papa et vous dire votre maman, et devient dans 10 ans, Prisca Thévenot. Eh ben, moi, j'espère que je serai encore là. Je suis pas défaitiste, vivante. Je suis pas défaitiste ou fataliste, mais comme je vous le disais, mon père est mort jeune, mon grand-père avant est mort jeune, et donc j'ai un peu cette culture moi, je me souviens de mon père qui me disait, oh, cette année, je suis plus vieux que mon père. Ça m'avait marqué, ça. Cette année, je suis plus vieux que mon père. Et donc, ouais, j'ai un peu ce truc-là, mais je suis pas en train de paniquer tous les jours, me dire, je vais mourir, mais je vais mourir. Mais je suis hypocondriaque. Donc moi, je me dis à chaque fois, dans 10 ans, est-ce que je suis encore là? Et je le souhaite. Mais j'espère que dans 10 ans, mon fils Paul aura 20 ans, Basile aura 18 ans. Dans 10 ans, je viendrai d'avoir fini l'anniversaire des 18 ans de mon petit. Et peut-être on sera en train de parler de permis de conduire, d'études, je sais pas. Je me vois avec mes enfants. Prisca, vous avez peur de la mort? Non. J'ai peur de ne plus être là pour mes enfants. J'ai pas peur de la mort. J'ai plus de gens qui m'attendent ailleurs qu'ici en vrai. Donc non, j'ai pas peur de la mort. Si vous deviez choisir une chanson qui représente votre parcours politique, ouais, laquelle serait-ce? Je regarde même pas Nathan en disant ça.
Votre assistant parlementaire, Non, oui. parlementaire, j'ai dit, tiens. Non, il parlementeur pas. Il Non, il parlemente et c'est quelqu'un de bien. Très bien. Voilà. Non, parce que je suis une grande fan de karaoké et j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Voilà. Quelle chanson de Jean-Jacques Goldman? Alors, de Jean-Jacques Goldman, c'est Là-bas. Là-bas. Pareil, le sujet du déracinement, Ouais. de la famille, de l'envie de s'émanciper, de réussir et de se dire qu'est-ce qui va être après nous. J'adore cette chanson, la voix est mélodieuse, l'artiste est incroyable, elle a une vie, un destin tragique d'ailleurs, incroyable. Et puis de Céline Dion, c'est On ne change pas. Parce que ça raconte justement qu'on reste toujours un enfant parce qu'on a vécu, etc., mais qu'on est nourri de ses expériences et de son vécu, et que c'est ça qui façonne un peu ce qu'on devient, mais qu'en réalité, sur les valeurs et les convictions qu'on a, ça reste assez ancré. Un petit refrain de là-bas? Non, je chante très mal. Prisca. Loin de nos vies, de nos villages. de nos villages. De nos villages, oui. J'oublierai C'est ta voix, ton visage. visage. Moi, je finis les phrases. Mais c'est bien déjà, c'est bien. Défi relevé, c'est parfait. Quel livre vous a le plus influencé dans votre parcours? Ah, quel livre! C'est une macroniste que vous dites ça? Révolution! Mais moi, je vous laisse répondre, je ne réponds pas à votre place. Vous vous débrouillez. Pourquoi? C'est le livre Révolution du candidat alors Emmanuel Macron qu'il avait publié en 2016. Et ça a été le déclic et le début de mon engagement en politique. Parce que moi, je suis très scolaire. C'est pour ça aussi que je crois beaucoup en l'école et l'éducation. Donc, avant de m'engager, et j'ai pas lu un tract, moi, avant de m'engager. J'ai lu son livre, que j'ai d'ailleurs toujours, qui est stabiloté avec des post-it un peu partout, que je relis de temps en temps, et qui pour moi est la promesse qu'il a faite, et donc qu'on fait avec lui, parce qu'on est rentré avec lui en politique, pour notre pays. Quelle personnalité publique passée ou présente aimeriez-vous rencontrer et quel message surtout ou question souhaiteriez-vous lui poser? Peut-être à Emmanuel Macron, lui dire, vous me dites souvent, il y a un chemin, et ça j'y crois, il y a un chemin, mais est-ce que par moment le chemin est pas trop dur? Vous l'aimez, Emmanuel Macron? Je l'apprécie énormément, ouais. Je dirais pas jusqu'à je l'aimer, mais c'est un mot très fort. Hein. Je le fais exprès. Ouais, moi je l'apprécie énormément. Beaucoup de respect et surtout, j'ai beaucoup de reconnaissance. Pas pour moi, mais pour ce qu'il apporte au pays, pour ce qu'il fait. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est souvent très dur. Je regarde les codes de popularité, je suis pas complètement déconnectée du truc, mais je suis très reconnaissante de tout ce qu'il a permis de faire au pays. Et justement, avec le côté qu'on lui tape beaucoup dessus toute la journée et qu'en fait il continue à s'engager et il le fait avec cœur. Et quand il sera plus président, vous serez toujours à ses côtés? Je resterai de macroniste, moi je suis loyale. À présent, la série des si. Si vous pouviez revivre un moment précis de votre vie, lequel serait-ce? Là, tout de suite, Oui. Mon petit-déj. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai pas pris. Et donc, ça vous contrarie quelque peu? Ouais, j'ai faim. C'est vrai, vous avez faim? On va trouver une solution. Non, blague à part. Alors, blague à part, le petit-déj, c'est noté, ça fait partie effectivement des frustrations. Et bien encore. Mon mariage. Ah, c'est-à-dire? Comme beaucoup, j'ai pas profité de mon mariage du tout. Les préparatifs, Je l'attention. l'ai organisé et le jour J, je n'ai pas su lâcher prise. J'ai continué à faire la wedding planner moi-même, parce que c'était moi la wedding planner comme on appelle ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas profité, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon mariage. Parce qu'en fait, j'étais dans la préparation. Donc ouais, j'aimerais bien revivre mon mariage. Si vous pouviez changer une décision que vous avez prise dans le passé, laquelle serait-ce? De faire confiance aux gens qui m'ont dit d'engager mes anciens directeurs de cabinet au porte-parole. Vous savez, ces gens dont je vous ai parlé avant, Oui. qui étaient pleins de bienveillance. Oui. Et je les ai embauchés parce qu'on m'a conseillé de le faire. J'aurais peut-être pu passer le conseil. Voilà. Si vous pouviez réaliser un vœu pour améliorer le monde, quel serait-il? Qu'on se regarde dans les yeux et plus par écran interposé. Je vous ai dit, moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux. J'y suis et en plus, de temps en temps, je me marre quand je regarde des vidéos, des machins. C'est drôle. Mais on en oublie de se regarder dans les yeux. On se parle par message, on se parle par DM, on se parle par tweet, par TikTok, mais on se parle plus en se regardant. Et en France, on a quelque chose qui s'appelle les bistrots, les cafés, qui sont des endroits où on peut aller se poser, parler avec des gens, parler à son voisin, parler déjà entre nous avec nos amis, notre famille. Je pense qu'il faut qu'on reprenne ce goût du bistrot. Quel talent caché seriez-vous prête à dévoiler aujourd'hui? Et j'en veux un talent caché. Je sais très vite faire des Legos. Quand on est maman de 2 enfants, c'est un vrai talent, je vous le jure. J'aime beaucoup faire des Legos.
Non pas depuis petite, mais depuis que j'ai eu des enfants. Je trouve ça génial et j'ai appris avec eux. Et en fait, c'est un moment qu'on passe ensemble. Et on fait des gros Lego pendant plusieurs semaines, plusieurs mois souvent. Là, typiquement, ce matin, on a fait encore un petit peu avec mon petit. Donc, c'est des trucs qu'on prend le temps de construire. Et c'est vrai qu'en général, quand ils sont pressés pour en faire un, je le fais très très vite. Et j'aime bien, je trouve ça génial. Pour conclure ce moment de partage, quel message souhaitez-vous adresser à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, les yeux dans les yeux, avec l'objectif? Eh bien, les yeux dans l'objectif plutôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on a pu échanger ensemble, même si vous m'avez beaucoup plus écouté que je ne l'ai fait vis-à-vis de vous. Et puis surtout vous dire que je pense qu'il est important qu'on reprenne le goût de se dire bonjour, d'attendre la réponse à le comment ça va, d'attendre vraiment savoir si ça va en face. Et si ça va pas, du coup prendre le temps de savoir pourquoi ça va pas. Et puis tout simplement se faire confiance. On est dans un des plus beaux pays du monde, on a plein de sujets à relever ensemble, plein de défis à accomplir, mais je pense que s'il y a un pays au monde qui est capable de les relever, et désolé de faire un peu de cocorico et de patriotisme, c'est bien nous. Donc faisons-nous confiance et allons de l'avant. Merci infiniment Prisca Thévenot pour ce moment, prenez bien soin de vous et vive la vie. Merci à vous aussi. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.